Thank you very much, Professor Patrick Vercogen. Chers collègues, Monsieur le Président Nana Akufo-Addo, Président de la République du Ghana, chers collègues, Monsieur le Président Félix Tshisekedi Tshilombo, Président de la République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Madame la Secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Madame la Directrice générale du Fonds monétaire international, Madame la Directrice générale de l'OMC, Monsieur le Président de la BAD, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs à vos différents titres, chers amis. Je remercie le Centre mondial sur l'adaptation et surtout je félicite le dynamique CEO M. Vercogen, CEO du Centre mondial de l'adaptation, et je remercie le secrétaire général Ban Ki-moon, très engagé sur la cause de l'adaptation, ainsi que M. Feik Sijbesman, qui ont donné un contenu au bord de ce Conseil mondial de l'adaptation. Et merci donc pour avoir contribué à l'organisation de cette rencontre sur le financement de l'adaptation en Afrique. Et ceci à 2 mois du rendez-vous de Sharm el-Sheikh pour la COP27. Je tiens à saluer les dirigeants des institutions multilatérales ici présentes, les banques multilatérales de développement. Je salue aussi la BEI et je salue tous les dirigeants qui sont dans cette salle. Mais je ne peux manquer de noter avec un goût d'amertume, l'absence des dirigeants du monde industrialisé. Je pense que si nous avons fait l'effort de quitter l'Afrique, de venir à Rotterdam, il était plus facile quand même pour les Européens et les autres d'être là, puisque ce sont les principaux pollueurs de cette planète, et c'est eux qui doivent financer l'adaptation. Donc s'ils sont absents dans cette salle, comme le constat est fait, si le secteur privé également est absent, qui est l'un des principaux pollueurs, ça nous donne un goût d'inachevé avant même de démarrer cette rencontre. Je me devais, en toute honnêteté, d'exprimer cette déception. L'Afrique, continent vulnérable au changement climatique, est en retard sur le processus d'adaptation. L'Afrique bénéficie très peu des financements et investissements verts, malgré l'existence de mécanismes dédiés. Pourtant, même s'ils polluent le moins et restent les plus vulnérables aux effets du réchauffement climatique, les pays africains demeurent pleinement engagés dans l'action climatique. La résilience des écosystèmes et la conservation de la biodiversité et de l'habitat naturel qui offrent tant à l'humanité. Ainsi, plus d'une décennie, et donc bien avant l'accord de Paris sur le climat, nous développons des projets majeurs, notamment le projet de la Grande Muraille Verte, qui regroupe 11 pays africains de la bande sahélo-sahélienne au sud du Sahara. Je rappelle que ce projet de la Grande Muraille Verte, doté d'un plan d'investissement prioritaire décennal sur 2021-2030, qui est un plan de 18 milliards de dollars, qui vise à soutenir des initiatives locales de reboisement, de restauration des terres et de création d'activités agro-sylvo-pastorales génératrices de revenus. Ainsi, au titre de ces efforts internes, mon pays ambitionne de protéger 500 000 hectares de forêt, réaliser également 500 000 hectares de plantations et réduire de 90% ces superficies vulnérables aux feux de brousse. En outre, le Sénégal, parmi les pionniers dans la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte, a versé l'année dernière une contribution volontaire de plus de 800 000 dollars en appui à l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, en plus de ses cotisations statutaires. C'est juste une façon pour nous de marquer la priorité élevée que nous accordons à cette initiative continentale bâtie sur une vision à la fois écologique, climatique et humaniste, centrée sur l'homme et son cadre de vie.
Le projet de la Grande Muraille Verte fait l'objet d'échanges réguliers au sein de la Convention de lutte contre la désertification, mais aussi des plaidoyers comme le One Planet Summit de janvier 2021 et la COP26 de Glasgow. Tous ces efforts ont permis de rendre plus visible le projet de la Grande Muraille Verte et suscitent des engagements financiers cumulés de l'ordre de 20 milliards de dollars. Nous attendons maintenant leur mobilisation. Il faut saluer cet élan solidaire. Mais ce qui fera la différence, c'est la mobilisation effective de ces ressources, en appui à la réalisation de projets concrets sur le terrain, au plus près des populations. Il faut dire que les engagements financiers de l'accord de Paris sur le climat et les nombreuses annonces en faveur de la résilience climatique et économique et de la relance post-pandémie Covid-19, il faut dire que tout cela tarde à se concrétiser. Il en est ainsi de 100 milliards de dollars par an promis en soutien aux efforts d'adaptation et de réduction d'émissions des pays en développement, engagement qui aurait dû être matérialisé depuis 2020. Nous sommes bientôt fin 2022. Au demeurant, cet engagement n'est pas une faveur faite aux pays en développement, il faut le rappeler. Il s'agit de mettre en œuvre le principe agréé de responsabilité commune mais différenciée, dans le cadre des efforts solidaires que tous les pays doivent mener pour sauver la planète Terre, notre habitat commun. Ce principe traduit une approche équitable et solidaire des solutions au réchauffement. Quand des pays comme ceux de l'Afrique sont appelés à renoncer aux schémas pollueurs que d'autres ont suivis sur des siècles pour mettre toute la planète dans son état actuel d'urgence environnementale, il est juste et logique qu'en contrepartie, le coût de l'adaptation qui en découle soit partagé de façon équitable. C'est tout le sens de notre plaidoyer pour la mobilisation des annonces déjà faites, notamment l'engagement financier de 100 milliards de dollars par an de 2020 à 2030, l'affectation à l'Afrique d'une partie des obligations vertes, les fameux Green Bonds, et autres investissements innovants, en rendant aussi les mécanismes d'accès aux finances climatiques plus simples et plus transparents. En plus de l'objectif visant à recueillir 25 milliards de dollars d'ici 2025, nous attendons surtout du programme d'accélération de l'adaptation en Afrique. Nous attendons donc un accompagnement diligent en termes d'expertise pour l'accès des projets et initiatives éligibles au mécanisme de financement vert. Je sais que le Centre global pour l'adaptation travaille dans cette voie. C'est ainsi que le programme répondra de façon concrète aux objectifs qui lui sont assignés à travers ces 4 piliers que je rappelle: technologie numérique, intelligente pour l'agriculture et la sécurité alimentaire, la résilience des infrastructures, l'autonomisation des jeunes et les initiatives financières innovantes. Alors, une autre priorité pour nous concerne l'agriculture résiliente. Au mois de mai dernier, à l'initiative de la Banque africaine de développement, nous avons lancé un plan africain d'urgence pour la production alimentaire à hauteur de 1,5 milliard de dollars, avec comme objectif la production sur le continent de 37,6 millions de tonnes de céréales, de culture vivrière. Je salue la diligence du président Adesina. Et la BAD a déjà approuvé sur 2 mois 1,13 milliard de dollars en faveur de 26 pays africains. Et ce qui fait que déjà la campagne en cours agricole a pu être accompagnée. Je voudrais saluer cette diligence en ces temps de crise. Nous avons besoin de réactions rapides lorsque la situation est une situation d'urgence. L'Afrique est résolument déterminée à dépasser les actions contextuelles pour une transformation agricole adaptée
au changement climatique, porteuse d'autosuffisance alimentaire et créatrice d'emplois. Mais pour ce faire, il nous faut développer le nexus énergie, eau, agriculture résiliente, qui assure la conjonction et la disponibilité des éléments de base, à savoir l'énergie verte, l'eau, l'engrais, des semences et gènes améliorés, ainsi que des équipements post-récolte, y compris la chaîne de froid et des magasins de stockage pour la conservation des produits. Il est important de rappeler que nous avons de très gros taux de perte post-récolte en Afrique. C'est paradoxal. Alors nous avons d'ailleurs, en collaboration avec la BAD, la Banque africaine de développement, et le Sénégal, une conférence au mois de janvier prochain à Dakar qu'on appelle Feed Africa. C'est justement pour parler de manière concrète de ces sujets sur l'agriculture. Un autre point, et je vais m'arrêter sur ce point, mais très important pour nous, c'est le financement d'une transition énergétique juste et équitable, qui reste une priorité élevée pour l'Afrique. Je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit le rapport de l'Agence internationale de l'énergie sur l'hypothèse de l'utilisation du gaz africain sur 30 ans. Nous ne pourrions augmenter que de maximum 3,5%, 3,5 degrés. Enfin, nous ne serions responsables que de 3,5% des émissions de CO2. C'est-à-dire que nous sommes très loin de cet objectif. Alors, ce qui serait juste et équitable, c'est que l'Afrique continue ses efforts d'adaptation, s'il obtient les financements, mais dans le cadre d'une stratégie de mix énergétique. Une stratégie de mix qui permet d'avoir un baseload comme dans tous les pays du monde. Il faut une énergie de base qui permette de soutenir notre économie. On ne peut pas laisser l'Afrique simplement dans les énergies renouvelables. Là aussi, c'est un discours qu'il faut déconstruire. On n'a jamais vu un pays se développer uniquement avec des énergies renouvelables. Donc il faut que d'abord on accepte de nous accompagner dans un mix énergétique qui permette un baseload, qui permette une énergie compétitive à bon marché. Et bien entendu, il faut le maximum d'énergie renouvelable pour accompagner ce mix. Et déjà, nous y travaillons. Mon pays, aujourd'hui, a 31% d'énergie renouvelable. C'est énorme. Mais on ne peut pas ne pas mettre du gaz, ou si on avait une autre source fossile, de la mettre également pour atténuer le coût de l'énergie sur nos économies. Nous faisons du renouvelable. Nous avons déjà un projet de 1000 villages financé grâce au Fonds vert et à la Banque ouest-africaine de développement, qui sera financé bientôt. Et c'est dire qu'avec les réserves en ressources naturelles, le continent détient un formidable potentiel aussi en hydrogène vert, sans émission de CO2, pouvant répondre à ses propres besoins en énergie et répondre aux besoins mondiaux pour contribuer à la neutralité carbone. C'est dire que, je vais m'arrêter là, qu'il nous reste moins de 10 ans sur le chrono mondial 2030 de l'action climatique et du développement durable. Il reste 8 ans précisément. Au-delà des effets d'annonce, il urge de faire face à nos obligations collectives de justice climatique et d'équité économique et sociale vis-à-vis de l'Afrique. Mobilisons-nous donc ensemble pour relever solidairement les défis globaux qui transcendent les frontières et impactent la vie sur Terre. Il y va de l'intérêt et de la responsabilité de chacun de nos pays, parce que ce n'est pas seulement le sort de l'Afrique qui est en jeu, mais aussi l'avenir de la planète et le destin de l'humanité. Je vous remercie de votre aimable attention.